Reprenons le film de ce deuxième confinement. Une semaine après son début, nous sommes le 6 novembre. Au service de réanimation de l'hôpital Bretonneau, la situation est déjà très tendue. Actuellement, il y a 27 patients dans le service sur 27 lits. Donc là, pour l'instant, le secteur Covid est totalement occupé. On est en train d'ouvrir des possibilités complémentaires dans d'autres réanimations du CHU. Et puis, on a également une unité non Covid dont on est en train de voir comment on pourrait faire pour accepter des patients Covid dedans. Donc là, vous avez un sas d'entrée dans la chambre. Ça, c'est des configurations qui peuvent être différentes d'un service à l'autre. Les chambres sont mises en dépression pour éviter la sortie des germes. Ça ne donne pas l'impression de ruche parce qu'en fait, les personnels sont dans les chambres et c'est là que ça se passe. C'est beaucoup de techniques de ventilation artificielle pour lesquelles on est amené à ventiler les patients sur le ventre. Et donc, ça demande beaucoup de personnel parce qu'il faut retourner des patients qui parfois sont des patients obèses. En fait, on tourne avec ma collègue là. Hier matin, c'était moi qui étais dans les chambres Covid jusqu'à midi. Et après, hier après-midi, elle avait pris mon relais. Donc ce matin, en fait, on a alterné. Cet après-midi, ce sera moi qui rentrera dans les chambres. Amélie est infirmière en réanimation depuis 10 ans. Pour elle, cette année 2020 commence à être un peu longue. Ouais. On est fatigué psychologiquement, donc il faut vraiment se protéger au maximum pour éviter de venir nous voir, même si on est très sympathique. C'est plus dur parce qu'en fait, depuis mars, on est en Covid. On a toujours eu du Covid, voilà, plus ou moins nombreux, mais on en a toujours eu. Et puis en fait, on ne décroche pas du Covid. On rentre chez nous, c'est Covid aussi, partout. Donc voilà, il y a aussi la fatigue psychologique parce qu'on sait que ça arrive. Là, on sait que ça touche l'Indre-et-Loire, on sait que ça peut toucher nos proches. Donc il y a aussi cette fatigue-là qui s'installe et voilà. Et cette peur aussi. Aux côtés du malade, isolé, Marie-Anise et Mélanie se battent pour sauver la vie. Un travail rendu difficile par les tenues de protection. On a chaud en permanence, c'est pénible d'être comme ça en fait tout le temps. Et depuis ce matin, on est rentré à 8h, on n'est toujours pas sorti des chambres. C'est pour ça en fait qu'on fait des roulements pour essayer de se soulager un petit peu entre nous, quoi. Ouais. On appréhende la deuxième vague, on se rend compte qu'on a quand même plus de travail que la première. C'est plus intense, qu'on a plus vite rempli le service aussi et que on va être vite épuisé et vite submergé, quoi. Il faut une infirmière pour 2 patients Covid. Au pic de la deuxième vague, avec près de 50 lits de réanimation à Tours, c'est 75 infirmières toutes les 24 heures. Magali, la semaine prochaine, vous revenez mardi. Vous serez donc en Réa 2 et vous serez en doublure avec un des étudiants anesthésistes qui est arrivé la semaine dernière. D'accord. Les renforts sont déjà là. Internes, élèves infirmiers, infirmières et médecins d'autres services du CHU. Quand c'est possible, il faut soulager d'autres hôpitaux, d'autres régions plus submergées. Ce 13 novembre, à l'aéroport de Tours, 2 malades arrivent de Chambéry sous assistance respiratoire. Le lendemain, c'est le balai des ambulances du SAMU au CHU d'Orléans. Il faut libérer des places pour pouvoir accueillir les cas les plus graves. Compte tenu de tensions assez extrêmes sur nos lits de réanimation Covid en cette fin de semaine, la cellule de crise a décidé de transférer aujourd'hui 4 patients de réanimation vers le CHU de Tours qui dispose encore de places. Pendant ce temps, à Tours, dans une chambre du service réanimation, on apprend les nouveaux gestes qui accompagnent une intubation. L'heure est à la formation des renforts. On gonfle le ballonnet pour être vraiment occlusif. On branche et une fois branché, on allume. Tu peux arrêter, on arrête, on rebranche. Comme j'étais pas là la première vague, je me dois d'être présente ici à la formation pour être au taquet pour la deuxième vague. Donc on injecte des drogues. Nous, au bloc opératoire, il y a eu beaucoup de déprogrammation, donc on était assez disponibles. Et puis, voilà, volontaire et motivé. Et motivé, exactement. Vous mettez vos 2 doigts en crochet, bien tirer le menton pour luxer la mâchoire et vous mettez légèrement la tête en arrière. À l'étage des maladies infectieuses, d'autres renforts se préparent à utiliser des systèmes d'oxygénation plus légers. Avec le coronavirus, les complications sont avant tout respiratoires. Ça permet de rassurer tout le monde, oui. Ça permet aussi de réactiver surtout les connaissances et du coup de se sentir plus à l'aise quand la situation se présentera, en espérant qu'elle ne se présente pas. On a mieux géré la deuxième vague puisqu'on avait l'expérience de la première vague, notamment et avant tout pour les patients, avec une efficacité indéniable des thérapeutiques basiques, l'oxygène, éviter le plus possible l'intubation en réanimation,
des systèmes de ventilation moins invasifs. Pour la deuxième vague, les cliniques privées participent au dispositif régional. L'idée, éviter les déprogrammations des opérations et des consultations dans les autres services. Aurélien Sassaron a ouvert une unité Covid. Bien souvent, ce sont des gens non réanimatoires. Donc ils vont être souvent plus âgés, avec plus de pathologies chroniques. Donc c'est ça la particularité de cette structure, puisqu'ici on fait un petit peu d'USC médical, de soins intensifs, d'oxygénation au débit, mais on ne fait pas de réanimation. Nous sommes le 17 novembre. Au pic de l'épidémie, cette patiente vient d'arriver. Ici, les 24 lits ne restent jamais vides. Dans le couloir, une autre patiente doit partir en urgence. C'est un patient qui s'est dégradé malheureusement et du coup qu'on va transférer vers l'hôpital public pour une unité de soins continus. Ici on a un service de médecine, donc on n'a pas de structure scopée. Et dès qu'il y a besoin d'un peu plus de surveillance ou de soins un petit peu plus agressifs, on transfère les patients en général vers l'hôpital public qui a un plateau technique un petit peu plus développé. Dans le SAS, 1, 2, 3. l'équipe de la clinique en jaune confie sa patiente à celle du SAMU 45 en bleu. Un moment difficile aussi pour les soignants. Humainement, c'est pas facile. Humainement, c'est vraiment dur. Ouais. Mais bon, on n'a pas le choix. Ça va le faire. Pour la première vague, le personnel soignant est allé en renfort à l'hôpital. Cette fois, les malades et le Covid sont aussi à la clinique. J'ai surtout l'impression que la première vague, elle ne nous touchait pas de près. Là, même le personnel a été touché en fait. Donc, voilà, on l'a attrapé. Enfin, moi, personnellement, je l'ai eu déjà. Donc, c'est vrai que ça change la donne. Bon, ça va ? Heureusement pour Jennifer, Bon, prête pour la sortie ? il y a de temps en temps des bonnes nouvelles. Jacqueline ressort guérie. En première ligne, le Covid est toujours là, l'inquiétude aussi. On sait que la misère sociale va se majorer avec cette crise Covid, avec un nombre de chômeurs qui va augmenter, des sociétés qui vont fermer. Donc tout ça, ça a un impact et ça a un impact aussi sur la santé. Donc ça va revenir aussi à l'hôpital quelque part. Après 9 mois sous Covid, les soignants espèrent ne pas vivre une troisième vague. Le retour à une activité normale à l'hôpital n'est de toute façon pas pour demain.